Bon anniversaire à la chaîne parlementaire. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Sur le pôle emploi, est-ce que vous êtes conscient que ça sert à rien? C'est pas de votre faute. Attention. Bonsoir à tous sur Public Sénat, le 18h dans quelques secondes, toute l'actualité politique et parlementaire de ce jeudi 25 mars et vous le verrez, elle est nourrie à 18h30, Europe Hebdo en pleine crise de l'euro qui met à l'épreuve l'unité de l'Europe. L'invité sera Jean-Claude Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne. Et puis à 19h, Parole du Monde, le rendez-vous de l'actualité internationale présenté par Caroline Delage, l'isolement croissant d'Israël. Tout de suite le journal. Le 18h avec trois grands titres dans l'actualité politique. François Fillon hausse le ton pour affirmer qu'aucune rivalité ne l'oppose à Nicolas Sarkozy. Une intervention au ton inhabituel au Sénat qu'il a qualifié lui-même de solennelle. Dominique de Villepin lance devant quelques 200 journalistes du monde entier son parti sur une ligne d'opposition frontale à la politique suivie par Nicolas Sarkozy. Il prône une république solidaire. Premier pas décisif vers un accord européen pour aider la Grèce. La France et l'Allemagne s'entendent sur l'aide à apporter à ce pays, des prêts bilatéraux avec participation substantielle du FMI en dernier recours. La tension entre Nicolas Sarkozy et François Fillon a-t-elle atteint un nouveau pic dans la foulée de l'échec des élections régionales? Plusieurs journaux, Le Figaro ce matin ou encore Le Monde cet après-midi, qui en fait carrément sa manchette, évoquent la contrariété du Premier ministre, privé notamment de 20h sur TF1 hier soir à la demande du chef de l'État, privé également du vaste remaniement qu'il réclamait. François Fillon a donc fait une mise au point lors des questions d'actualité au Sénat sur un ton inhabituel. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Longuet, avant de répondre à votre question, je voudrais, devant le Sénat, faire une mise au point solennelle. Tout ce que vous avez pu lire depuis dimanche soir sur mes relations avec le Président de la République est faux et relève de la manipulation. Toutes ces rumeurs n'ont d'ailleurs qu'un seul objectif, qui est celui de déstabiliser l'exécutif. Et je le dis, je ne le laisserai pas faire. Il n'y a pas de divergence et encore moins de rivalité entre le président de la République et moi. Il ne peut pas y en avoir. Parce que ce qui est en cause, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est la cohérence du gouvernement de la France et c'est donc l'intérêt national. Moi, depuis 3 ans, j'ai été loyal au président de la République, je le suis et je le resterai. Le Premier ministre a affirmé par ailleurs que la courbe du chômage devrait s'inverser dans la seconde moitié de 2010 lors de son intervention en répondant à une question posée par Gérard Longuet, le président du groupe UMP au Sénat. François Fillon s'est agacé que les élus socialistes puis le président du Sénat, Gérard Larcher, le prient d'achever son intervention qui se prolongeait au-delà de 2 minutes 30. L'annonce par Dominique de Villepin d'un nouveau parti a été l'occasion aujourd'hui pour lui de prononcer un véritable réquisitoire contre la politique suivie, réclamant un changement de politique. L'ancien Premier ministre se pose en alternative pour 2012, sans encore vraiment l'avouer. Fabrice Cunet.
Et de journalistes et murs de photographes. La conférence de presse de Dominique de Villepin crée l'événement ce matin. L'ancien ministre annonce la création d'un nouveau parti quelques jours seulement après la défaite de la droite au régional. Question de bon sens. Regardons l'échiquier politique français. 50% des Français s'abstiennent. Et les grands partis, les deux grands partis, font la moitié de ce qui reste. Croyez-moi, pour un démocrate, pour un républicain, ça laisse beaucoup d'espérance. Au-delà de l'arithmétique, Dominique de Villepin frappe fort, critique la politique menée par Nicolas Sarkozy et prend le contre-pied, taxer plus les sociétés, mettre un terme au bouclier fiscal. Il prône une république sociale, une politique plus égalitaire. On ne peut pas, comme citoyen français, accepter de vivre dans un pays où des situations d'inégalité et d'injustice atteignent un tel niveau. Son parti, il le souhaite en dehors des grandes formations politiques et au-delà du clivage gauche-droite. Il s'adresse à un électorat en effet populaire et un électorat plus au centre, voire à gauche. On n'est pas contre l'UMP, c'est pas une machine de guerre contre l'UMP. L'ancien Premier ministre revendique 10 000 adhérents à son club aujourd'hui. Un parti réclame d'autres moyens et visiblement la question de l'argent dérange ce matin. L'argent, c'est quoi l'argent? Est-ce que l'argent, c'est sur les idées? Et croyez-moi que si Dominique de Villepin est bien reçu par les Français, si les Français ont envie de le rejoindre et de le soutenir, naturellement, chacun apportera ses 10 ou ses 20 euros. Des banlieues aux fonctionnaires, du bouclier fiscal à la politique internationale, c'est un discours programme que celui qui n'est pas encore candidat pour 2012 a donné ce matin. Reste encore à trouver un nom à ce parti aux grandes ambitions affichées. Alors on devrait avoir la réponse le 19 juin prochain, date officielle du lancement de ce parti, le 19, le lendemain du 18. Nous allons débattre dans un instant sur l'avenir de Dominique de Villepin, également de son parti, avec l'un de ses supporters, le député de Dordogne, Daniel Garrigue. Bonsoir. Vous étiez jusqu'en 2008 membre de l'UMP. Vous allez pouvoir vous exprimer dans un instant et dialoguer avec Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Et puis vous êtes appelé à répondre à la question que vous pose notre partenaire sur son site internet, lenouvelobs.com. Pensez-vous pour 2012 que Dominique de Villepin serait un meilleur candidat pour la droite que Nicolas Sarkozy? On verra vos réponses dans un instant. Dominique de Villepin, ce matin, a également dénoncé les écarts de salaire croissants en France de 1 à 230 aujourd'hui, a-t-il dit, contre 1 à 20 seulement dans les années 70. Notons que le plus glouton des PDG français, Antoine Zacharias, ancien dirigeant de Vinci, a justifié aujourd'hui les salaires, stock options, indemnités de départ et pensions de retraite qu'il s'était fait attribuer par dizaines de millions d'euros, jugés pour avoir intrigué afin d'obtenir une rémunération abusive. Il s'est défendu devant le tribunal en affirmant que les administrateurs de l'époque n'en ignoraient pas une once, a-t-il dit. Dominique de Villepin n'est pas le seul aujourd'hui à tenter de se relancer. C'est aussi le cas des centristes, pas ceux du MoDem, mais ceux alliés à la majorité. Nouveau Centre d'Hervé Morin, Alliance centriste de Jean Arthuis, Bérangère Dinglat. Le 15 du centre, c'est le nom choisi par ce collectif. Les ex-alliés de l'UDF, passés par le MoDem, puis par le Nouveau Centre et l'Alliance centriste, ont décidé de tirer les leçons des régionales. Le centre, depuis le lendemain du premier tour des élections présidentielles de 2002, n'a cessé de se fractionner, au point de se rendre pratiquement inaudible et difficilement lisible. Avec moins de 5%, le MoDem a laissé une place dans l'échiquier politique que le collectif entend bien récupérer. Il y a toujours eu en France une famille politique qui a porté l'idéal européen, qui a porté un humanisme moderne, qui a porté l'idée d'une société équilibrée entre liberté et solidarité. Refondation et non pas fondation, car il s'agit bien de reconstituer un parti semblable à ce qu'était l'UDF, un rassemblement que Jean-Louis Borloo appelait lui-même de ses voeux ce matin. Il faut regrouper, oui, ces centristes, qu'il y ait une vision commune, qu'il y ait même une organisation peut-être. Même si pour l'instant il s'agit uniquement d'un collectif, l'idée est d'aboutir à un parti avant l'été, et ce dans la perspective de 2012, un parti qui n'a pas encore de nom, mais qui aura bien un candidat à la présidentielle. Un parti politique dans la Ve République qui n'a pas de candidat à l'élection présidentielle, c'est un parti mort. C'est aussi simple que ça. Un nouveau parti qui va devoir se faire une place entre Europe Écologie, le MoDem et le nouveau mouvement de Dominique de Villepin.
Le député Patrick Brouzek, figure du courant réformateur, quitte le Parti communiste français, dont la forme est selon lui dépassée et même morte. Il le dit dans une interview parue cet après-midi dans le journal Le Monde. Le bras de fer relancé sur le Grand Paris, chantier phare pour Nicolas Sarkozy. Forte de son succès en Île-de-France, avec la réélection de Jean Pauluchon, la gauche relance ses assauts contre un projet pharaonique qui pourrait la déposséder d'une partie de son pouvoir régional. Flora Sauvage. Revigorée par sa victoire aux élections régionales, la gauche réclame le retrait du projet de loi sur le Grand Paris. Ce matin, le Sénat s'est emparé du texte pour l'examiner en commission avant d'être débattu en séance publique la semaine prochaine. Le gouvernement serait bien inspiré de retirer ce texte de l'ordre du jour du Sénat, de se réunir avec les collectivités territoriales, de remettre ce sujet de Grand Paris et notamment du grand réseau de transport sur la table, de manière à pouvoir trouver un partenariat efficace, fécond, entre l'État et les collectivités territoriales. Mais la droite reste campée sur ses positions car le Grand Paris est un projet cher à Nicolas Sarkozy. Le problème de l'affaissement d'attractivité de la région parisienne par rapport à ces grands concurrents que sont Londres et New York, et demain Berlin et d'autres villes européennes, fait qu'il faut s'en occuper tout de suite, il ne faut pas attendre. Et par conséquent, l'idée de donner une impulsion forte avec une société du Grand Paris comportant égalité des représentants de l'État et des représentants des collectivités territoriales est une idée qui fait son chemin. Difficile pourtant de mobiliser la population sur ce sujet. D'après un sondage TNS-Sofres, seuls 10% des Français ont entendu parler du projet phare du Grand Paris, le super métro automatique en rocade autour de la capitale. Dominique Bucchini a été élu aujourd'hui président de l'Assemblée de Corse, élu communiste et personnalité forte de l'île. On se souvient qu'il avait dénoncé dans un ouvrage paru il y a 13 ans maintenant le clanisme et les dérives mafieuses à l'œuvre en Corse. À suivre, Dominique de Villepin endosse son costume de présidentiable. Plus que jamais rival donc de Nicolas Sarkozy, l'ancien Premier ministre annonce qu'il veut servir la France, servir la République. Il lancera donc son mouvement politique le 19 juin, donc je le rappelle, le lendemain du 18. Le symbole est évident. Avec moi, Daniel Garrigue, bonsoir. Donc bonsoir. Vous êtes député de Dordogne, aujourd'hui non inscrit, je le disais, oui, vous avez quitté l'UMP il y a 2 ans maintenant. Et avec nous également Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles, qui titre cette semaine l'urgence pour la droite. Comment la droite peut se reprendre? Peut-être pas, avec Dominique de Villepin, vous allez pouvoir nous le dire, Guillaume dans un instant. Mais d'abord, Daniel Garrigue, pourquoi est-ce que vous êtes avec lui aujourd'hui contre Nicolas Sarkozy? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas tout ramener à un affrontement Dominique de Villepin-Nicolas Sarkozy. Je crois que les raisons de notre engagement et de l'engagement que vient de prendre aujourd'hui Dominique de Villepin sont quand même beaucoup plus profondes. Elles sont réfléchies et nous en discutons depuis de longs mois. D'accord, mais cette conférence de presse a été un réquisitoire contre la politique de Nicolas Sarkozy. Oui, forcément. Il y a une crise, il y a d'abord une crise économique que nous connaissons, un véritable basculement des pays occidentaux vers l'Extrême-Orient. Il y a une crise sociale extrêmement profonde aujourd'hui en France qu'il a bien analysée. Et la responsabilité du chef de l'État. Et une crise institutionnelle. Et devant cette situation, il n'y a pas eu de remise en question. Et ça, c'est un problème extrêmement grave parce que on l'a vu au moment de la crise. On a été un certain nombre à demander, par exemple, la suspension du bouclier fiscal. Il y a eu refus de le faire. Je pense, monsieur le député, que vous avez raison de tempérer un peu l'opposition frontale entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, parce qu'à mon avis, c'est l'un des problèmes centraux de la stratégie de Dominique de Villepin. Pourquoi? Villepin, il se construit en s'opposant à Nicolas Sarkozy pour apparaître comme une forme de recours. Le problème, c'est que l'électorat de droite n'aime pas la division et qui risque de lui faire payer cette place de premier opposant au pouvoir dans laquelle il va s'installer d'ici 2012. Oui, alors je pense que le problème est plus profond, est encore plus profond que cela. Parce que la difficulté, si vous voulez, c'est qu'on a créé en 2002 une énorme structure qu'on a appelée l'UMP, dans laquelle on a fait entrer beaucoup de familles politiques différentes, et en particulier la famille gaulliste. Et ces familles, petit à petit, au début, il y a eu un débat. Tant qu'Alain Juppé présidait l'UMP, il y avait un véritable débat interne. Du jour où Alain Juppé est parti, ce débat s'est refermé. Et il y a un certain nombre de familles et en particulier la famille gaulliste, qui est quand même la famille principale, mais au-delà d'elle,
tous ceux qui ont une inspiration républicaine et sociale, qui ont eu de plus en plus de peine à s'exprimer et à se reconnaître dans la politique qui était engagée. C'est vrai que pour l'instant, cette politique, elle ne réussit pas. Parce qu'on voit bien l'UMP, parti unique de la droite, a du mal à rassembler les électeurs. On l'a bien vu au régional. Et peut-être, pardon, si je peux dire juste un mot là-dessus, peut-être que finalement, Dominique de Villepin, c'est une bonne nouvelle pour le futur candidat UMP. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au régional? Comme il y avait une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy. Pas forcément pour Nicolas Sarkozy ou pour tout autre candidat UMP qui viendrait à se présenter. Pourquoi? Parce que au régional, au premier tour, l'UMP occupait tout le terrain. Résultat des courses, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils sont restés chez eux, avec 50% d'abstention. Je ne sais pas si c'est comme ça que Dominique Garrigue voit les choses. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Je termine mon raisonnement. Donc Dominique de Villepin peut être un candidat de premier tour, pour lequel voteraient les gens de droite pour exprimer leur insatisfaction, et ensuite ils reviennent au bercail au deuxième tour. Je voudrais vous répondre une chose d'abord, c'est que quand vous dites la droite, je suis désolé, on ne parle de la droite que depuis quelques années au sein de la majorité à laquelle j'appartiens depuis de longues années. Il a dit qu'il voulait rassembler à droite comme à gauche. Le mouvement, j'ai appartenu à l'UDR, au RPR, puis à l'UMP. Excusez-moi, à l'UDR et au RPR, on ne parlait pas de droite. On était dans la tradition gaulliste, on avait la volonté de rassembler. Dans toute notre histoire, il y a eu des gens qui sont venus de courants extrêmement divers, et c'est seulement depuis quelques années qu'on a dit qu'on était la droite. Moi, je suis désolé de souligner ce point, parce que ce que je voudrais quand même faire observer, c'est que jusque-là, il y avait une volonté de rassemblement, et qu'on rassemblait des gens qui venaient effectivement de la droite. Et c'est vrai, le gros bataillon d'électorat. J'aimerais qu'on parle quand même de l'homme, puisque parlons de l'homme. On se situe. Mais il y avait quand même beaucoup de gens. Quand on a créé l'UMP, c'était la droite et le centre. Et il y avait aussi beaucoup de gens. Je voudrais qu'on parle de l'homme dans la perspective de 2012, parce qu'il s'agit là d'une rencontre entre un candidat et les Français, Monsieur Garrigue. Alors il faut s'interroger sur la stature. C'est la rencontre entre un homme et un peuple, comme disait le général de Gaulle. Et on voit bien. Qu'est-ce que vous pensez de Dominique de Villepin? On l'a entendu ce matin, il veut jouer un peu le recours dans le registre gaulien. Oui, absolument. Il s'installe dans le registre assez traditionnel et relativement abandonné du gaullisme social. Moi, ça m'appelle deux questions. La première, c'est est-ce qu'il reste une place aujourd'hui pour le gaullisme social entre la droite libérale et la social-démocratie? Est-ce qu'il y aura vraiment des différences suffisamment fortes entre le programme de Dominique de Villepin et celui d'un Dominique Strauss-Kahn éventuel sur le plafonnement du bouclier fiscal ou sur le relèvement des impôts, qui est aussi une mesure défendue par François Hollande. Et puis deuxième point, pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy, le premier, s'est revendiqué comme étant un candidat de droite à la présidentielle? Parce que entre l'époque dont vous parliez, celle du gaullisme social, et aujourd'hui, il y a un truc nouveau, c'est le Front National. Et quand vous avez 15% de l'électorat qui se trouve repoussé vers la droite, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui arriver à l'Élysée sans venir chercher ces gens-là? Donc, en d'autres termes, est-ce qu'un candidat de centre... Dominique Garrigue, répondez, s'il vous plaît, sur le panache que vous reconnaissez, j'imagine, à Dominique de Villepin. D'abord, moi, je pense que Dominique de Villepin, il choisit pas de venir s'installer dans un registre. C'est sa personnalité. Alors, parlez de sa personnalité. C'est sa personnalité. Je pense que c'est quelqu'un qui est... D'abord, pour lui, ce qui compte avant tout, c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de notre pays. Plus que les autres candidats? Mais en tout cas, pour lui, c'est son moteur, c'est le moteur fondamental. Toujours la France, la nation, oui, mais d'accord. Mais je veux dire, ça veut dire, s'il en parle beaucoup, ça veut dire quand même qu'il y pense beaucoup. Et ensuite, attendez, si vous permettez que je puisse parler. Et ensuite, si vous voulez, je crois que ce qui est très important, c'est que il incarne aujourd'hui une approche des problèmes, une analyse des problèmes qui est beaucoup plus large. La volonté de prendre les problèmes à bras-le-corps, c'est quand même ce qu'il a fait quand il était à Matignon. Il s'est attaqué au problème du chômage, il s'est attaqué au problème de la réduction des déficits. On l'oublie, mais il l'a fait quand même à cette époque-là. Et si vous permettez, il a une volonté de prendre les problèmes à bras-le-corps, et il a une volonté d'avoir une approche de la vie publique qui est une approche cohérente, qui est une approche, je dirais, de rassemblement, qui est une approche qui tient compte des attentes profondes des Français. Alors, il a sauté vertu Guillaume Conquête. Est-ce que vous lui reconnaissez ses qualités? En un mot, parce qu'on va regarder je lui reconnais son panache, et j'ai été admiratif, comme tous les Français, devant le discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Il y a juste un petit problème, me semble-t-il, c'est le rapport à la réalité de Dominique de Villepin. Vous disiez quand Dominique de Villepin était Premier ministre, il a lutté contre le chômage. Oui, mais en faisant le CPE qui a envoyé la droite dans le mur. Il a voulu sauver la droite en conseillant Chirac sur la dissolution en 97. Ça a été un drame. Allez,
il y a un petit souci de ce côté-là. Excusez-moi, il n'a pas fait que le CPE, c'est lui qui a créé le contrat de transition professionnelle. Les premiers éléments de flexicurité dans notre droit du travail. De quoi est-ce que se souvient l'électorat de droite? Oui, mais à mon avis, mais ça prouve quand même qu'il a cette démarche. Et je crois que c'est pas, encore une fois, c'est pas l'électorat de droite, ce sont les Français dans leur ensemble. Ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est une politique qui soit une politique d'ambition et une politique qui sache répondre aux souffrances, aux difficultés. Et les priorités, c'est l'emploi. Les priorités, c'est la protection sociale. Question du nouvelops.com, notre partenaire. Pensez-vous que Dominique de Villepin ferait un meilleur candidat en 2012 pour la droite? C'était la question telle qu'on l'a formulée, monsieur le député, que Nicolas Sarkozy. Réponse oui. Monsieur Garrigue, oui à 72%, non à 19%. Ce sont les internautes du Nouvel-Obs qui se prononcent. Guillaume Roquette, je rappelle que vous êtes à Valeurs Actuelles. Tiens, un mot pour conclure. Vous avez des informations sur la montée de la tension entre Nicolas Sarkozy et François Fillon? On a entendu le démenti solennel du Premier ministre, mais il y a bien quand même quelques petits couacs en ce moment, non? Vous savez, je crois que c'est Pierre Lazareff, le fondateur de François, qui disait « Il démente, donc c'est vrai ». Bien sûr qu'il y a de la tension. Comment n'y en aurait-il pas après un résultat comme celui de dimanche? C'est normal. C'est normal, voilà. Et ça a été démenti néanmoins officiellement aujourd'hui au Sénat par le Premier ministre. Oui. Un mot, on a fini sur le sujet. Un mot, non, mais je voudrais juste dire un mot, c'est que le meilleur candidat de la droite, encore une fois, je récuse cette question, car Nicolas Sarkozy s'est enfermé dans une certaine ligne politique, et Dominique de Villepin a la volonté de rassembler, et on le verra à partir du 19 juin. Il ne pas être ailleurs, comme Michel Jobert. Non, c'est pas être ailleurs. Merci à tous les deux. À suivre. La crise de l'euro, avec les solutions en vue au Conseil européen, avec déjà un accord, je vous le disais, entre la France et l'Allemagne sur l'aide à la Grèce, notamment avec un recours substantiel, dit-on, au FMI. Or, ce soutien du FMI ne fait pas les affaires du président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, sur notre antenne, met en garde contre ce danger. Nous l'écoutons. La Banque centrale européenne a une position qui est extrêmement simple. Nous voulons que les pays membres de la zone euro exercent pleinement, totalement, fidèlement au traité, à son esprit et à sa lettre, leurs responsabilités. Si le FMI ou quelque autre instance que ce soit exerce à la place de l'Eurogroupe, à la place des gouvernements, leurs responsabilités, c'est évidemment très très mauvais. Le cœur de notre position, c'est les gouvernements de la zone euro ne doivent pas abandonner un pouce de leurs responsabilités actuelles. Au contraire, ils doivent les exercer avec beaucoup plus de responsabilités encore. Voilà, Jean-Claude Trichet, donc, qui sera invité à 18h30, notez-le, de Katia Guilder et François Baudonnet dans Europe Hebdo. Et avec nous, Philippe de Sertine, bonsoir, vous êtes économiste. Et Gaëtan Ricard-Nioul, vous êtes secrétaire général du club de Jacques Delors, notre Europe. On a l'impression, là, que Jean-Claude Trichet, va être démenti dans les heures qui viennent par cet accord entre la France et l'Allemagne, où il est question d'un recours au FMI. Gaëtan? Oui, c'est ce qui se dessinait effectivement déjà depuis quelques jours et ce sont les éléments d'un compromis entre la France et l'Allemagne en réalité. Mais quand on entend Jean-Claude Trichet, il défend la force de l'Europe. Faire appel au FMI, ce serait un aveu de faiblesse pour l'Europe ? Dans une certaine mesure, oui. Maintenant, tout dépend de la manière dont c'est fait. Si c'est à l'intérieur d'un cadre défini par les Européens, c'est déjà plus acceptable que si c'est un substitut. Il ne s'agit pas évidemment d'une substitution dans ce cas-ci. Est-ce qu'il y a une obligation à faire appel aujourd'hui au FMI, Philippe de Sertine? Est-ce que l'Europe n'a pas les moyens seule de voler au secours de l'un de ses partenaires en difficulté? Non, je crois qu'il faut effectivement pas tourner autour du pot, dire que c'est un échec terrible pour l'Europe que l'on soit obligé d'utiliser le FMI. Et cet échec, il provient de quoi? Il provient évidemment d'abord des problèmes qu'ont un certain nombre de pays qui ont été complètement dispendieux. Et ça, il faut toujours le rappeler. La faute, elle provient d'abord des pays qui se sont trop endettés. La Grèce la première, donc. Hein. Oui, la Grèce la première, elle n'est pas la seule dans les mauvais élèves de la classe. Il pourrait y en avoir d'autres, plus importants. Alors on les cite, bien sûr, les autres pays du Sud, le Portugal, sûr, très vite, qui a vu sa note dégradée aujourd'hui par l'agence Fitch. Absolument. Oui, absolument. L'Espagne, l'Italie et la France, qui n'est pas loin non plus. Très bien noté encore. Expliquez-moi ce paradoxe alors qu'on ne cesse de parler des déficits abyssaux, on maintient une bonne note. Non, la notation représente par les agences représente le risque de défaut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pense que le pays ne peut plus rembourser sa dette.
Et c'est là d'ailleurs qu'intervient le FMI. Le FMI arrive pour refinancer des pays qui ne peuvent pas payer leurs dettes. D'accord. Vous parlez d'un échec que ce recours au FMI, c'est-à-dire que l'image de l'Europe va être dégradée au niveau planétaire. Je crois que c'est vraiment un échec. C'est un échec dans la procédure et dans la façon dont ça s'est produit. Et je crois qu'il faut vraiment rappeler le fait que depuis plusieurs mois, nous avons ceci qui court autour de l'Europe. Nous l'avions eu au moment du G20 de Londres, où déjà la question avait été évoquée par les Allemands et avec des discussions avec les Français. À l'époque, c'était pour le refinancement des pays de l'Est hors zone euro. L'Allemagne prônait l'utilisation du FMI et pas la France. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne craint énormément de passer pour ces pays, dans ces pays, si elle les refinance, parce que évidemment le refinancement passera par l'Allemagne, elle risque de passer comme étant celui qui va imposer un certain nombre de choses. Les mesures de rigueur, vous voulez dire. Et là, la campagne que nous avons eue ces derniers temps, autant d'ailleurs du point de vue du ministre de l'économie et des finances français, qui a fait une attaque assez forte contre l'Allemagne dans le Financial Times la semaine dernière, que même d'ailleurs le dirigeant grec, le Premier ministre grec qui dit que l'Allemagne spécule contre la Grèce, a dû refroidir encore plus les Allemands par rapport à une intervention directe. Et je comprends et je crois que Jean-Claude Trichet a fait lui-même une intervention en allemand il y a 2 jours pour essayer de faire passer le message. L'Allemagne doit nous aider à sauver l'Europe. L'Allemagne, évidemment, ne veut pas sauver l'Europe contre elle, et en particulier, évidemment, contre sa propre opinion publique qui comprendrait très très mal qu'on aille au secours de gens qui, par-delà les actions, sont prêts à vous traîner dans la boue. Alors Gaëtane Ricarnoul, comment est-ce que vous recevez les propos de Philippe de Sertine, qui est beaucoup plus tranché que vous? Ça vous fait mal? Non, bien sûr que c'était évidemment préférable d'avoir une solution au sein de la zone euro. C'était quand même la crédibilité de la zone euro qui était en jeu. En même temps, on comprend dans une certaine mesure la position allemande. Hein, et ils ont donné un des biens qui leur était le plus cher et qui l'ont confié à la zone euro, qui est la stabilité monétaire. Ils sont beaucoup plus frileux. Bon, c'est une économie assez performante. Ils sont beaucoup plus frileux. Et bon, c'est vrai qu'il y a un contexte électoral en Allemagne qui ne facilite pas les choses. Oui. Mais on peut aussi voir qu'il y a là quand même un certain fonctionnement de l'axe franco-allemand qui a marché, qui était de trouver un compromis, une position allemande qui était très forte. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Angela Merkel est moins intransigeante. Est moins intransigeante. Oui. Le pire, ça aurait quand même été de sortir du Conseil européen sans accord, parce que le signal... Alors on attend cet accord. Aurait été très mauvais. Alors ce qu'il faut noter, il y a un sondage intéressant dans Le Monde cet après-midi, vous l'avez vu, en fait les opinions publics divergent selon les États. Effectivement, les Allemands sont très opposés, majoritairement, à toute aide à un pays tiers, notamment la Grèce, alors qu'en France, par exemple, nous, on est assez solidaires. Vous avez une explication? Parce que je crois qu'ils ont une économie performante, parce qu'ils sont passés par des politiques d'austérité. Ça pourrait vous arriver demain. Peut-être, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être un sentiment plus difficile. C'est plus difficile à accepter pour les Allemands qui ont peut-être fait certains sacrifices à certains moments et qui aujourd'hui ne veulent pas payer. Est-ce que vous imaginez qu'un pays sorte un jour de la zone euro? Alors, par contre, ça, je pense que Mme Merkel est allée trop loin vraiment en proposant cela, parce que là, vous pensez que c'est une chose possible? Je pense tout est possible malheureusement aujourd'hui dans l'état des volontés politiques dans l'Union européenne, mais c'est quelque chose d'absurde évidemment, parce qu'on peut pas tout d'un coup créer un cordon sanitaire entre un pays hors zone euro et zone euro, et je crois que la notion de solidarité au sein d'une zone où on partage la même monnaie est essentielle. Donc là, l'exclusion est quand même quelque chose d'assez insensé. La dernière question, Philippe de Sertine. L'euro s'enfonce, mais est-ce que c'est si grave alors qu'on le disait surévalué? Alors évidemment, on aura des effets bénéfiques immédiatement. L'euro qui s'enfonce et qui perdrait ses repères, c'est grave pour le système économique et financier et monétaire international. Et je crois qu'il faut le marteler. Le monde entier a besoin de l'euro. Ce n'est pas uniquement l'Europe. Et là, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, quand nous disons nous pouvons abandonner la Grèce où nous avons ce risque-là. Et là, c'est vrai que l'Allemagne a une responsabilité historique de ce point de vue, et la France, ne l'aidant pas à la prendre, en jouera également. Nous sommes dans une situation qui rappelle dans bien des points quelque chose que j'ai vécu moi de près de l'intérieur. C'est le moment où on a abandonné Lehman Brothers, exactement dans les mêmes types de conditions, en disant Lehman Brothers a fauté, on ne peut pas l'aider. C'est exactement le raisonnement qu'on a eu. Attention, lorsque nous allons avoir un système monétaire mondial qui partirait
de manière incontrôlable, on ne saurait pas quelles en seraient les conséquences. Merci pour cet éclairage à tous les deux sur le sauvetage en cours de l'euro. Merci à tous. C'est la fin de ce 18h. Donc à suivre Europe Hebdo. Et là, vous allez pouvoir suivre cette interview en longueur de Jean-Claude Trichet qui dit des choses donc très fortes, en contradiction avec les chefs d'État européens, notamment Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et puis à 19h, Parole du Monde avec Caroline Delage. Bonsoir à tous. Alice est enfin de retour au Pays des Merveilles. Découvrez la nouvelle folie cinématographique de Tim Burton dans une émission exceptionnelle d'un monde de bulles. Du musée d'art moderne de New York au plateau de tournage d'Alice, de la galerie Art Ludique à Paris au fantasmagorique Pays des Merveilles, vous saurez tout sur Tim Burton et son Alice version cinéma. Un monde de bulles au Pays d'Alice, c'est vendredi à 23h sur Public Sénat. Our islands will disappear. We will be submerged under the sea. My people will die. We will have no nation. En décembre, les pays européens sont allés à Copenhague avec une certitude. Ils allaient enrayer le réchauffement de la planète. Après une semaine de négociations, c'est l'échec. Especially, there was not an agreement on the need to have a legally binding agreement. Le réalisateur Sergio Guisardi raconte les coulisses du sommet. Copenhague, la guerre du climat, c'est samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. Bonjour et bienvenue à Bruxelles, au cœur du Parlement européen. Émission spéciale aujourd'hui d'Europe Hebdo, puisque nous sommes avec Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup de nous accompagner tout au long de cette émission. Merci de m'avoir invité. Dans cette émission, Jean-Claude Trichet, nous allons évidemment parler de vous et de ce que vous avez accompli à la tête de la Banque Centrale Européenne pendant 7 ans. Nous allons également aller en Lettonie, à Riga, où là-bas, ce n'est pas la zone euro, mais il y a des problèmes économiques très intenses, à tel point que certains habitants ont l'impression de vivre dans le tiers-monde. Mais tout de suite, comme chaque semaine, nous faisons le tour de l'actualité européenne en images avec Nora Amadi. L'Europe va